Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Options Région. Aujourd'hui, on parle de crise financière, on parle de la Chine qui est en train de devenir les nouveaux maîtres du monde, on parle de consultation par tirage à Toronto, on parle d'élections municipales et on termine avec la deuxième partie de l'entrevue avec Pierre Curzi, ancien président de l'Union des artistes et ancien député. On commence avec l'actualité. À Radio-Canada, cette semaine, j'ai pris une entrevue avec Léon Courville, qui est l'ancien président, directeur général de la Banque nationale du Canada. C'est un économiste. Maintenant, il est vigneron, mais là, il s'est lancé un peu là, dans le vidéo avec une équipe de l'ONF, de l'Office national du film, dont Charles Trahan, réalisateur, Cathy Lemay, David Mongeau-Petitpas et Louis-Richard Tremblay. Ensemble, ils ont appelé ce qu'ils appellent une expérience conversationnelle. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est une genre de bande dessinée vidéo interactive. C'est un peu comme une vidéo sur image. C'est nous autres qui fait avancer le scénario au fur et à mesure qu'on est prêt. Et ça peut durer de 20 à 25 minutes, le dépendant si on fait le déroulement rapidement ou pas. C'est accessible autant sur le téléphone cellulaire, le iPad ou l'ordinateur et c'est gratuit. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte comment créer une crise financière. On se sert de la crise financière de 2008 pour expliquer tout ça et on nous explique également que ça pourrait revenir une nouvelle crise financière très prochainement. On y apprend dans le vidéo interactif là, que malgré une réglementation très importante dans le domaine des banques, c'est loin d'être étanche, comme on pourrait dire. C'est ainsi qu'on peut contourner les règles par toutes sortes de stratagèmes et transformer un produit financier qui n'est pas bon, un produit qui est pourri, comme on dit, qui vaut à peu près rien, bien, on peut réussir par toutes sortes de stratagèmes à le rendre un produit attrayant et payant. Tout le monde le sait. Quand c'est payant trop rapidement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en dessous de ça. À peu près tout le monde le sait. Tout le monde sait que ça va finir par éclater, que ça va péter aux frettes, comme on dit, mais on le fait quand même parce que c'est payant pour tous ceux-là qui vendent ces produits-là. Il y a juste un groupe pour lequel ça ne sera pas payant, c'est le dernier qui va acheter le produit, lui, il va tout perdre. Normalement, quand un produit comme ça qui s'effondre, à ce moment-là, c'est que les banques sont en crise, sont accumulées à la faillite, mais alors qu'ils devraient faire faillite, là, il y a un phénomène qui se produit. Ça s'appelle « too big to fail ». C'est que ce que ça veut dire, c'est que la banque est trop grosse pour faire faillite. Il y a trop d'impact qu'il va avoir, il y a trop de monde qui vont perdre de l'argent là-dedans. Ça fait que qu'est-ce que font les banques? Ils vont voir les gouvernements et leur disent « bien là, on n'a pas le choix, là, il faut sauver le système financier. Là, ce n'est pas de notre faute, même si c'est de leur faute. » Puis à ce moment-là, ils disent au gouvernement « bien, il faudrait que tu payerais. » Les financiers qui ont demandé au gouvernement de payer, qui ont fourré le système, comme on dit, bien, eux autres, ils vont continuer jusqu'au moment où il y aura une nouvelle crise financière. Et là, une fois de plus, ils vont demander au gouvernement de payer une fois de plus pour leurs méfaits. Et ça, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bien, c'est que dans notre société, on le voit de plus en plus, c'est que les profits sont privés, mais les déficits sont publics. Quand il y a de l'argent à faire, c'est le privé qui le fait. Quand on en perd, c'est le gouvernement qui paye. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer ça? Bien, selon Léon Courville, l'ancien PDG là, de la Banque nationale, lui, il dit que s'il y avait plus de banques, mais qui étaient plus petites, c'est que dans le cas où il y aurait une faillite, ça aurait un impact moins grand, puis le gouvernement ne serait peut-être pas obligé de payer. Et ça, c'est quand même intéressant, cette idée-là de plus de banques plus petites, parce que la semaine dernière, on parlait de possibilités de banques régionales. Peut-être qu'un jour, ça fera partie de la solution pour être capable d'avoir un système financier qui va avoir moins de possibilités de faire des crises majeures. En attendant que ça change, bien, une des façons, on pourrait dire, d'améliorer tout ça ou d'éviter le pire, comme on dit, bien, c'est de connaître comment fonctionne le système financier, surtout les dessous du système financier, comment ça fonctionne les dessous, là. Et c'est à ça que s'attaque le vidéo interactif là, qui s'intitule « Comment créer une crise financière » et vous pouvez aller voir ça sur le site de l'ONF, de l'Office national du film. En conclusion, je vous dirais que plus on va être informé en matière de finances et d'économie, moins les crosseurs de ce monde auront la tâche facile. On passe maintenant à un article du Devoir sur la Chine, un article de Guy Taillefer, le 26 octobre, qui nous explique que le président de la Chine, qui s'appelle Xi Jinping, a reçu les pleins pouvoirs qui vont lui permettre de faire à peu près tout ce qu'il veut.
Alors qu'on aurait été enclin de penser que la Chine, avec Internet, pourrait devenir plus démocratique, va se moderniser, bien, il ne semble pas que c'est le cas, parce que le nouveau président va avoir autant de pouvoir, sinon plus, que l'ancien dictateur Mao Tse-tung, et il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Non seulement il aura les pleins pouvoirs, mais il va continuer d'imposer une censure extrêmement importante sur le Web, même si ça coûte des milliards de dollars, il n'y a pas de problème avec ça. En plus, c'est que le nouveau président a indiqué qu'il veut devenir la plus grande armée au monde. Il veut que la Chine ait la plus grande armée au monde. Bien ça, c'est inquiétant parce que quand la plus grande armée au monde est dirigée par quelqu'un qui est dans une dictature et que quand l'autre plus grande armée au monde actuellement, qui est les États-Unis, est dirigée par Donald Trump, c'est assez inquiétant de voir ça. Dans un monde de plus en plus centralisé, dirigé par des malades, il m'apparaît que la solution, c'est l'inverse, c'est d'avoir une décentralisation auprès des municipalités qui, eux autres, sont plus près des citoyens, qui vont pouvoir être capables de maintenir cette démocratie-là. Peut-être qu'un jour, on pourra voir mettre en place ce que j'appelle une république internationale des villes et villages, les municipalités ensemble, un peu partout sur la planète, dans différents pays, qui vont dire « Nous sommes les gardiens de la démocratie, nous voulons continuer d'avoir une politique démocratique et c'est nous qui devraient devenir les futurs maîtres du monde ». En parlant de villes et villages, j'ai lu dans le dernier numéro du journal Les Affaires qu'à Toronto, on a une nouvelle approche par rapport aux consultations. Avant ça, on faisait des consultations à large. Là, on invitait tout le monde à participer, mais on s'est aperçu avec le temps qu'il y avait des catégories de gens qui étaient surreprésentés dans les consultations. Par exemple, comme les 55 et plus étaient 3 fois plus nombreux que les 18-34, et là, ça faisait une distorsion. Fait que ce qu'on a fait, on a dit on va essayer de faire ça par tirage au sort. On a tiré au sort 12 000 personnes à qui on a envoyé des questionnaires, leur demandait s'ils étaient intéressés à participer régulièrement à des consultations. Et de ce nombre-là, il y en a 500 qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec ça, et ils en ont tiré au sort 25 sur le nombre, et qu'à ce moment-là, on s'est assuré d'avoir une bonne représentation par rapport au genre, par rapport à l'âge, par rapport aux origines ethniques, et là, on fonctionne avec ça. Il semble-t-il que ça va très bien, ils sont très contents des résultats, et qu'ils pensent pouvoir étendre ça à différents secteurs, là, parce que le tirage au sort, on en parlait la semaine dernière, à première vue, ça a l'air fou, mais c'est peut-être pas si fou que ça. On passe maintenant aux petites choses qui m'achalent, comme on dit. Il y a un peu plus d'un mois, je vous avais raconté que j'ai fait une demande dans une organisation là, connexe au CRTC pour me débarrasser du télémarketing. Parce que régulièrement, j'avais des gens qui me téléphonaient pour toutes sortes d'affaires. Là, on me demandait, entre autres, là, on m'offrait plutôt de sauver beaucoup d'argent sur le chauffage en installant un nouveau système de chauffage que je n'avais pas besoin. Il y a eu aussi la clinique du bonheur qui voulait non pas mon bien, mais mon argent. Puis finalement, j'ai demandé d'être retiré des listes pour avoir la paix de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Rien, pantoute. C'est que c'est rien passé, perdu mon temps avec ça. Puis, parce qu'entre autres, encore cette semaine, là, j'ai eu droit là, à un nouvel appel que j'avais, deux nouvelles sollicitations que je n'avais jamais eues. Une organisation qui veut que je sois en meilleure santé en mangeant de la bonne nourriture. Ils m'offrent d'acheter de la nourriture spécialement bonne pour la santé. Je pense qu'il y a beaucoup d'épiceries à Dolbeau, là. Je pense qu'on va continuer, Dolbeau-Mistassini, on va continuer d'encourager nos commerçants. Et j'ai reçu aussi un autre appel du cabinet qui s'occupe, eux autres, c'est les clés du destin. Ils sont capables de prédire mon avenir. Ben là, je suis tanné, là. Ça fait que là, j'ai voulu communiquer avec le CRTC, mais on ne peut pas parler avec personne, c'est très difficile de rejoindre des gens, ça fait qu'il faut se servir du site Internet. Fait que là, j'ai été sur le site Internet, j'ai commencé à remplir un formulaire, j'ai expliqué que mon problème, j'ai coché la coche télémarketing. Une fois que j'ai eu rempli tout le questionnaire, c'est que là, à la fin du questionnaire, on m'a dit que je ne pouvais pas porter plainte là, sur ce site-là, que ce n'était pas là qu'il fallait que ça aille. Fait que là, il me donnait un lien avec un autre site, mais au lieu de me donner le site précis des plaintes, là, ils m'ont donné un site général. Il m'a dit que ça ressemblait à, vous savez l'expression « une vache perdrait son veau », là, ça ressemble à ça. Ça fait que finalement, là, je n'ai pas été capable de réussir à porter plainte. On n'est pas capable de parler avec personne, très difficile. Et franchement, là, je vous dirais que dans un sens, je ne suis pas très étonné de ça, parce qu'au fédéral, c'est trop gros.
C'est tellement gros qu'ils n'ont pas encore réussi, après 2 ans, à payer une partie importante de leurs fonctionnaires. Moi, ça me choque de voir l'inefficacité de ces gros systèmes-là. J'étais pour l'indépendance, je suis encore pour l'indépendance, parce que plus on va rapprocher le pouvoir des citoyens, plus il y a de chances que ce soit efficace. Présentement, ça ne marche pas, puis non seulement ça m'achale, ça m'écoeure. Parce que combien ça coûte tout ce bordel-là? On paye pour l'inefficacité. Je dirais en conclusion, c'est plus que le temps qu'on décentralise puis qu'on soit capable d'être traité en humain. On passe maintenant à l'entrevue avec la deuxième partie de l'entrevue avec Pierre Curzi. Lorsqu'on était ensemble comme députés, entre autres, on avait des discussions sur la promotion de la culture. Puis tu m'avais mentionné à l'époque qu'il faudrait sortir la culture des musées et la rendre plus accessible, notamment peut-être en présentant des pièces, des peintures, des sculptures dans des usines ou dans des entreprises. Est-ce que tu penses que c'est une idée qui est encore bonne? Puis est-ce que tu penses que ça peut faire son chemin? Oui, je pense que c'est une idée qui est encore bonne, sauf que la réalité de la culture, ça a terriblement changé. C'est-à-dire tous les réseaux, l'accès qu'on a maintenant à peu près toutes les formes de culture par les réseaux, par Internet, donc par le téléphone, les tablettes, l'ordi, la télévision, tout ça, font que c'est plus la même chose. Là, il ne s'agit plus de sortir la culture, il s'agit de s'assurer que la nôtre de culture, elle a toujours une place à l'intérieur de nos vies, puis à l'intérieur de nos téléphones, puis à l'intérieur de nos téléviseurs. Et le combat a changé beaucoup. Alors, les musées sont toujours là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de monde qui y vont. Oui, ça ferait bien qu'il y ait des œuvres d'art un peu partout. Il y en a des fois dans la ville, dans plusieurs villes du Québec. Il y a l'art est dans la rue souvent. Je pense qu'il y a eu des améliorations à ce côté-là. Mais la vraie fréquentation culturelle maintenant, elle se passe par le numérique. Et ça, c'est une révolution qui fait que l'enjeu culturel devient encore plus important. Parce que si, d'une part, notre langue prend de moins en moins de place, et si notre culture devient de moins en moins visible à nos propres yeux, là, on commence à avoir un problème d'identité, c'est-à-dire un problème de miroir, un problème où tout d'un coup, on ne se reconnaît plus dans la culture qu'il y a autour de nous, et même cette culture-là ne nous est pas facilement accessible dans notre langue. Et là, on commence à avoir un trouble identitaire. Par rapport à ça, justement, tu étais, et je crois que tu es encore un ardent défenseur de l'indépendance du Québec. Est-ce que tu as des suggestions pour faire en sorte que l'indépendance puisse redevenir plus populaire? C'est très compliqué parce que parler de l'indépendance, ça devient difficile. Tu sais, puis pour bien des gens, c'est pas un sujet qui est intéressant. Alors, parler de l'indépendance, pour que ça redevienne fort, il faudrait que les gens se rendent compte que c'est une façon politique de s'assurer qu'un certain nombre de valeurs qu'on partage continue. S'il n'y a pas d'indépendance, ma foi, ça va être difficile de maintenir ce dont on parlait avant, de maintenir sa langue, de maintenir sa culture. S'il y a l'indépendance, il y a probabilité pour que langue et culture et économie et systèmes sociaux qui nous appartiennent, qu'on a créés, ça continue de nous appartenir. Comment faire pour mousser ça plus? Bien sûr, on s'est toujours opposé sur les partis politiques, principalement sur le Parti québécois, qui a été le parti porteur de la souveraineté, avec le Bloc à Ottawa. Là, maintenant, la division, la multiplication des partis, c'est-à-dire l'apparition de la CAQ, Québec solidaire, font que ça ne peut plus être juste un parti qui va être porteur d'indépendance. Il faut absolument que ce soit un phénomène de société civile.
C'est pour ça qu'il y a eu un regroupement de nombreux organismes dans le Oui Québec, là, l'organisme qui regroupe tous ceux qui travaillent en espérant que la société civile fasse comme on l'a vu en Catalogne, à Barcelone, soit capable de mobiliser les gens. Mais pour le moment, on est assez loin de ça. À Option Région, on préconise que le Québec se dote d'un nouveau modèle de développement basé sur l'autonomie locale et régionale. Qu'est-ce que tu penses de ça, de l'idée de décentraliser le Québec? Moi, j'ai toujours été farouchement en faveur de ça, d'une décentralisation. Mais il faudrait que cette décentralisation-là, les régions existent, puis elles ont des identités. Le problème, c'est qu'elles n'ont généralement pas ni les pouvoirs ni les moyens de se développer. Et ça, il y a une concentration du pouvoir. Puis c'est beaucoup en lien avec la façon dont la politique s'exerce. Tu sais, on est des héritiers du système britannique. Et là, le pouvoir, ça commence par Dieu, ça passe par la reine, puis finalement, ça s'en va vers le gouverneur général, puis le gouverneur provincial, puis finalement le Parlement. Donc, on est dans une structure de pouvoir qui est hiérarchique. Et ça s'est toujours accompagné d'une concentration des pouvoirs entre les mains de ceux qui dirigent un pays. Et quand tu as le pouvoir, une des caractéristiques, c'est que tu ne veux jamais le partager, semble-t-il. Et c'est un des problèmes des régions. L'autre problème que je vois arriver aussi, puis qui m'apparaît bien important, c'est que les régions se sont beaucoup dépeuplées. Or, pour réussir à être autonome, une des conditions, c'est qu'on soit assez nombreux. Moi, bizarrement, je pense que le Québec n'est pas assez peuplé. Et entre autres, il n'y a certainement pas suffisamment de gens qui viennent d'ailleurs, qui vont s'établir en région. Et ça, ce sera un apport extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour ramener les jeunes qui sont nés dans une région dans leur région natale, et c'est tant mieux, je pense que c'est encouragé. Fait que pour plus d'autonomie, il faudrait à la fois augmenter le nombre de personnes, je crois, qui vont dans une région, évidemment, et ça, c'est un apport économique, et ensuite essayer d'arracher au pouvoir central le maximum d'autonomie. Mais c'est pas simple. Et on le sait, on est dans une fédération et un de nos problèmes, le Québec, c'est celui-là, c'est d'obtenir plus de pouvoir. Alors, ce serait la même chose pour les régions. Ça serait facilité s'il y avait un autre type de structure d'élection. Et ça se tient tout ensemble là-dedans. Si c'était des votes proportionnels, il y a plusieurs types de votes proportionnels qui permettraient aux régions d'avoir plus de pouvoir. Malheureusement, dans la structure du pouvoir telle qu'elle est, ça a tendance à tout centraliser à Québec et au détriment, à mon sens, des régions. En terminant, Pierre, je voudrais te demander, considérant que le Québec est profondément divisé là, par toutes sortes de groupes, de partis politiques, et qu'une société, quand c'est divisé, ça avance moins vite que quand c'est uni, est-ce que tu crois possible qu'on puisse réunir les forces progressistes? Puis si oui, comment ça pourrait se faire? Comment on pourrait arriver à pouvoir faire un tel regroupement des forces progressistes? Ça rejoint un petit peu la question de tantôt. C'est compliqué de ce temps-ci parce que les forces progressistes, elles existent au Québec. Hein? Il y a des forces progressistes dans tous les domaines, dans toutes les régions, dans tous les groupes d'âge, il n'y a aucun doute et elles ne sont pas uniques au Québec. Elles existent un peu partout dans le monde. Puis il y a des gens un peu partout dans le monde qui les ont et qui vivent ici. Le problème, c'est de les réunir. Et souvent, les partis politiques ont joué ce rôle-là. C'est-à-dire un parti politique avec une ligne bien définie, tout d'un coup, réussit à rejoindre du monde qui sont progressistes. Bon, on l'a vu. On peut dire que le modèle du Parti québécois, ça a été ça longtemps. Est-ce que ça l'est encore? C'est une bonne question. Québec solidaire a encore ce modèle-là où il réunit des gens qui partagent, qui sont des progressistes et qui, en principe, ont trouvé une façon d'agir collectivement. Si ce n'est pas des partis politiques, il reste la mobilisation dont on parlait tantôt de la société civile. Et ça, franchement, au Québec, je trouve pas
qu'on est en avance là-dessus. Je trouve qu'on a beaucoup de difficultés à organiser ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire des gens qui sont liés à différents mouvements, qui ont plein d'intérêts, mais qui se réunissent ensemble. Et j'ai pas de recette miracle pour ça. J'en ai vraiment pas, puis ça me désole, parce que si j'en avais une, probablement que j'y travaillerais ardemment. Mais je parlais du oui tantôt, mais ça a un aspect très politique, c'est très... Puis ça touche surtout des gens qui sont des souverainistes. Or, il peut y avoir des gens très progressistes qui sont pas nécessairement en faveur de la même solution politique, et ces gens-là sont des gens tout à fait valables. Alors, comment faire pour les réunir? Souvent, ce qui réunit les forces progressistes, et c'est très triste à dire, ça a été les épreuves. Ça a été des fois des révolutions, d'autres fois des menaces. Alors, c'est dur de bouger tant qu'on n'est pas sorti de son confort. Non, ben, je pense que tu fais le même constat que beaucoup de gens. On constate là, qu'il n'y a pas de projet commun, mais c'est pas facile d'en faire un. Mais je pense que le simple fait que tout le monde est en train de se rendre compte qu'il nous manque quelque chose d'important, peut-être que ça peut être l'élément déclencheur pour nous réunir avant qu'il y ait une catastrophe qui le fasse à notre place. Oui, ben, c'est sûr que, tu vois, bon, par exemple, je pense qu'au niveau écologique, là, tu as une possibilité, quand les menaces sont trop grandes, tout d'un coup, tous ceux qui sont, je ne sais pas si on appelle ça progressiste ou pas, mais tous ceux qui se sentent menacés, ben, ils vont s'unir, puis ils vont passer par-dessus bien de leurs différences. Alors souvent, malheureusement, on réagit comme ça. Ce qu'on souhaite tous, c'est qu'il n'y ait pas que ce soit pas la menace qui nous fasse bouger, mais au contraire, que ce soit l'idée, disons, assez noble du bien commun qui fasse que... Et dans certains secteurs, des fois, ça réussit. Tu sais, je pense qu'en éducation, il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce sens-là pour que le domaine de l'éducation, de la connaissance, ce soit un endroit où on cesse de se chicaner puis qu'on cherche qu'est-ce qui serait le mieux pour les générations qui viennent, tu sais, au niveau de l'éducation. Alors, il y a des regroupements comme ceux-là, mais pour le moment, ils ne sont pas suffisants pour ébranler notre vieille structure de pouvoir. Ben, on va se souhaiter que ça se produise prochainement. Puis si chacun de nous autres, on met l'épaule à la roue, ben, il y a des chances qu'il se passe quelque chose. Puis je pense qu'il faut aller même au-delà de peut-être des forces progressistes. Il faut essayer de réunir des gens de centre-gauche, centre-droit. Il faut être capable de créer une masse suffisamment importante pour que ça crée un véritable changement. En terminant, Pierre, est-ce que tu aurais un coup de cœur à suggérer à nos auditeurs, à nos auditrices, là, quelque chose, un produit que tu aimes bien, que tu voudrais faire connaître? Écoute, si les gens viennent dans mon coin, moi j'habite, je suis à Saint-Jean-Baptiste, mais c'est près de Mont-Saint-Hilaire, Belleuil, donc tu sais, d'un côté, tout près du Richelieu. Il y a un coup de cœur que j'ai depuis longtemps, puis qui perdure parce que je le mange quotidiennement. Il y a une boulangerie qui s'appelle Le Pain dans les Voiles, qui est un lieu une petite boulangerie en espace physique, mais extrêmement fréquentée par tout le monde. Et chaque jour, je me dis, crime, que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui connaît son métier au point que quand tu vas acheter le pain, tu es heureux, tu es content, et que c'est bon, et que c'est bon pour tout le monde, et que tout le monde peut en profiter, et que c'est accessible pour tout le monde aussi. Alors, mon coup de cœur, c'est la boulangerie Le Pain dans les Voiles. Bien, merci beaucoup, Pierre. Et c'est là qu'on voit que des fois, c'est pas toujours des éléments qui sont très gros, très coûteux qui font qu'on aime un secteur. Puis tu as raison de dire que quand on peut manger un bon produit chez nous, ça aide à développer la fierté. Puis je pense qu'il y en a de plus en plus au Québec. Ça fait partie de notre culture. Puis je pense qu'il faut que ça continue. Merci, Pierre, de ta collaboration. C'est bien gentil. Au plaisir de se reparler éventuellement. Merci, Denis. Bye.
Je profite de l'occasion pour féliciter tous ceux et celles qui ont été élus ou réélus par acclamation ou non au poste de maire, de mairesse, de conseiller et de conseillère dans l'ensemble des municipalités du Québec. C'est à eux et à elles que cette semaine ma suggestion s'adresse. C'est que vous allez entreprendre un mandat de 4 ans au service de la communauté. Vous allez avoir un rôle à jouer de plus en plus important à jouer au niveau de la société québécoise. Votre tâche sera de plus en plus lourde parce qu'entre autres, les municipalités sont de plus en plus au cœur du développement tant économique, social, culturel qu'environnemental. Et compte tenu du fait que le gouvernement se centralise, mais qu'on s'occupe de moins en moins de choses au gouvernement, soit au Québec ou à Ottawa, c'est les municipalités qui se ramassent avec ça, bien, c'est que ça ne sera pas nécessairement facile, votre mandat. Puis, une des meilleures façons de remplir votre mandat, à mon avis, c'est d'instaurer, si ce n'est déjà fait, un processus de participation citoyenne, soit par le biais de budget participatif ou soit par le biais d'implantation de logiciels de participation citoyenne. Et ainsi, vos citoyens et citoyennes sauront que non seulement vous voulez travailler pour les citoyens, mais vous voulez travailler avec eux. Je vous souhaite en terminant bonne semaine. La semaine prochaine, encore de l'actualité, des coups de cœur, également les petites choses qui m'achalent. On aura en entrevue Roméo Bouchard qui va nous parler du film de Marc Séguin qui s'intitule « L'agriculture et son État ». Et on a aussi une entrevue avec Alain Bergeron qui va nous parler de démocratie citoyenne, de constituante, qui va nous parler aussi de logiciels de communication qui permet de pouvoir se parler à distance, comme on dit, et ce, sans coût.